Bonjour. Avant de vous laisser vous présenter, on va se présenter à vous aussi. Alors, on est l'association, on est tiré de l'association Hiro-O, dont le directeur est Loubassou. Et on est l'action Jeunesse sans filtre. Et du coup, l'action Jeunesse sans filtre, c'est des jeunes en scala de 15 à 26 ans, d'horizons, d'études différentes, qui se rejoignent pour réaliser des actions ensemble, politiques, humanitaires, c'est assez varié. Et du coup, on est géré par Salem, qui nous a souvent soutenus dans tous les projets qu'on pouvait avoir pendant plusieurs années. Et l'un de ces projets, justement, c'est d'être en face de vous aujourd'hui pour vous poser des questions que nous, en tant que jeunes, on se pose, en tant que non-experts de la politique, mais jeunesse curieuse quand même. Et du coup, on aimerait en savoir plus sur vous. Et c'est pour ça que, justement, on va vous demander de vous présenter maintenant. Eh bien, bonjour, hein, puis je vous remercie sincèrement de m'avoir invité parce que c'est rencontrer des jeunes de Champigny pour discuter des problématiques réelles que vous rencontrez à Champigny et puis voir ce que le maire peut faire, hein, et doit faire aussi dans certains cas par rapport à ces enjeux sociétaux qui sont pour moi majeurs. Eh bien, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Alors pour me présenter, hein, je ne suis pas un vieux routier de la politique. Je suis campinois depuis 4 générations, hein, par ma famille maternelle. J'ai grandi à Champigny, je suis né à Champigny, je suis allé à l'école Maurice Denis, qu'on appelait l'école du Plan à l'époque, après le collège de la mairie qui est démoli actuellement, et puis ensuite au lycée Langevin-Vallon. C'est un lycée qui me rappelle des très bons souvenirs, hein. J'ai passé des très belles années de ma jeunesse dans ce lycée. Puis ensuite, je suis parti sur les conseils du professeur adjoint, qui a été vraiment une bonne rencontre pour moi. Je suis parti en classe préparatoire aux grandes écoles, puis à l'école normale supérieure. Je suis sorti professeur agrégé. J'ai été pendant 32 ans professeur de classe préparatoire aux grandes écoles. Au passage, j'étais venu aider au lancement en 95 de la classe prépa du lycée Langevin-Vallon. Une très belle réussite. Et puis, depuis 2008, je suis dans un service qui dépend, un corps qui dépend directement du ministre de l'Éducation nationale. Je suis inspecteur général de l'Éducation nationale. Et depuis le 1er octobre, ce corps s'est élargi. Je suis inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. D'accord. Alors bonjour. Bonjour. Alors la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à vous présenter au municipal? Alors ça, c'est vraiment une question que je me suis posée, mais finalement, il n'y a pas si longtemps que cela, hein, au mois d'avril, des jeunes qui sont venus me voir en me disant ça serait bien que vous vous présentiez à Champigny parce que savent ma passion pour la promesse républicaine, on en parlera certainement tout à l'heure. Et puis, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, je viens de la France d'en bas, comme on le dit, hein, c'est-à-dire que mon père était livreur, famille nombreuse avec 6 enfants. Je dois tout à l'école de la République. La promesse républicaine, je l'ai vécue. Et j'ai envie de rendre, et sincèrement, j'ai envie de rendre à la République ce qu'elle m'a donné. Et j'espère pouvoir le faire en étant maire de Paris. Et voilà, c'est la sincérité de mon engagement. C'est pas plus compliqué que cela. J'ai voulu aussi avoir une belle équipe autour de moi. Je ne suis encarté dans aucun parti politique. Je veux faire du rassemblement et surtout du rassemblement autour de valeurs. Et j'ai choisi de mettre en avant la confiance et respecter autrui. La politique, est-ce un choix que vous avez fait par passion? Pardon? La politique, est-ce que c'est un choix que vous avez fait par passion? On peut dire ça comme ça, oui, parce que moi c'est la politique, si vous voulez, dans le sens étymologique du terme, hein, c'est-à-dire les problèmes de la cité. Et j'ai vu à Champigny par rapport à mon adolescence, hein, quand j'étais jeune, j'avais des conditions qui ne sont plus réunies à Champigny pour pouvoir bénéficier de la promesse républicaine. Entre autres, il y a un marqueur très fort sur Champigny qui est la détérioration de la mixité sociale. D'avoir toutes les couches sociales dans une cité, c'est intéressant parce que j'ai appris beaucoup avec des gens qui étaient de couches sociales supérieures à la mienne. Et c'est dans ce sens-là que je fais de la politique. Vous ne m'entendrez jamais parler de combines, de partis, vous voyez, de rechercher des logos de partis, c'est pas ce que je recherche. Par contre, j'ai recherché des compétences avec des hommes et des femmes de bonne volonté à Champigny qui veulent faire de la politique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire servir l'intérêt général. J'entends bien, mais vous avez malgré tout été investi par La République En Marche. Et du coup, ma question c'est
quelle est la vision que vous avez de ce parti-là et selon vous, qu'est-ce qui le distingue plus ou moins? Bah écoutez, c'est une nouvelle façon de faire la politique, hein, à la République En Marche. Je ne suis pas encarté à la République En Marche, mais la République En Marche m'a accordé son investiture et j'ai vraiment toute liberté par rapport à mes engagements sur des valeurs que je dois respecter, qui correspondent aussi à ce qu'on pourrait appeler l'ADN, hein, de la République En Marche, qui est de faire la politique autrement, en essayant de rassembler et de casser les clivages habituels. Vous voyez, à Champigny, l'affrontement d'un bloc de droite contre un bloc de gauche, c'est stérile. Et ça conduit qu'à des fractures au niveau de la ville. On voit bien que la droite contre la gauche, en gros, c'est les cités contre les zones pavillonnaires. C'est pas ça qu'il nous faut. Et par contre, ce qui rassemble, et j'ai trouvé cette opportunité de pouvoir mettre en action, hein, ce concept, c'est de m'appuyer sur les valeurs que je vous citais tout à l'heure, parce qu'on doit être capable à Champigny, pour tout résoudre ou pour avancer de façon durable, de nous réunir et d'être capable d'écrire un récit commun. Vous voyez que les différentes cultures, hein, différentes approches philosophiques se rejoignent, travaillent ensemble, soit dans la tolérance, dans l'écoute, ça ne peut être que profitable à tous. D'accord. Donc, j'ai remarqué du coup que vous nous avez beaucoup parlé de ces valeurs qui vous motivent et de ces, justement de ces idéaux que vous recherchez. Et du coup, enfin, vous êtes candidat à ce moment-là, mais en tant que maire, à quel niveau vous voyez ces responsabilités, justement, de protéger ces valeurs-là? Comment vous mettriez ça en place? Enfin, ces responsabilités, comment elles s'organiseraient, je veux dire? Globalement, dans notre société, puis singulièrement à Champigny, le maître mot, hein, qui doit guider un projet municipal, c'est le bien-être. Le bien-être qui corrobore un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport aux valeurs de respecter autrui, hein, et puis d'avoir une confiance. Et puis il y a aussi d'autres enjeux qui sont très importants. Le bien-être, ça représente tous les enjeux sociétaux, hein, on pourra certainement en parler après, concerne l'éducation, la sécurité, le logement, le développement économique, la santé, le sport, les loisirs. Mais il y a aussi deux autres choses à prendre en considération en 2020, c'est la transition écologique et la transition numérique. Alors, vis-à-vis des élections qui vont se tenir, pourquoi pensez-vous que Champigny-sur-Marne a besoin de vous? Alors, en toute humilité, hein, je vais vous dire ce que je ressens, hein. Si je prends les 5 chantiers que j'ai mis en avant, une ville républicaine, une ville citoyenne, une ville qui soit apaisée, et puis une ville durable, et une ville qui soit dynamique du point de vue économique. Le premier chantier qui m'intéresse, c'est cette ville républicaine. Comme je le disais tout à l'heure, c'est de remettre en action la promesse républicaine. Et c'est une singularité dans une campagne municipale, c'est que je vais mettre l'éducation vraiment au centre du projet. L'éducation qui a aussi une dimension à travers la transition écologique. Dans la transition écologique, pour qu'on soit efficace, que notre société s'engage rapidement et efficacement dans une démarche, hein, de développement durable, il faudra être capable d'apprendre pour comprendre et d'apprendre pour agir. Mais le premier chantier que je veux mettre en avant, c'est donc celui de la jeunesse. On a aussi un besoin impérieux de redonner de l'espérance à nos jeunes. On voit qu'actuellement, on a une situation qui s'est bloquée. Certainement parce qu'il y a un manque d'ambition municipale pour investir le champ de l'éducation. Alors quand je parle du champ de l'éducation, je ne parle pas de l'éducation nationale. Il y a tout un champ à investir qui est le périscolaire. Entre l'école et la maison, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui se défont, qu'on fait des bonnes rencontres ou des mauvaises rencontres. On pourra peut-être développer un peu plus certains points, mais là il y a beaucoup à faire pour les jeunes, pour leur redonner de l'espérance. Et par exemple pour les jeunes des quartiers, leur faire comprendre qu'on est là pour qu'ils n'aient pas la sensation d'être condamnés à rester dans les soutes de la société, mais à monter vers la lumière, quoi, comme les autres. Je pense que c'est une exigence républicaine de vouloir que les petits Campinois aient les mêmes chances que les jeunes de Saint-Maur, de Joinville, de Nogent, et puis des villes avoisinantes. Vous voyez, c'est quand même un constat que tout le monde fait. Quand on est à Champigny, jeune, c'est pas si facile que ça de trouver sa place dans la société que si on était dans un autre cadre dans les villes avoisinantes. Et là, c'est une exigence républicaine. Voilà, c'est mon gros chantier, ça. Vous avez parlé de ville citoyenne, mais pour vous, qu'est-ce qu'un bon citoyen?
Alors, pour la ville citoyenne, on rejoint complètement ce que je présentais tout à l'heure, la confiance et le respecter autrui. Vous savez, il y a Brice Treinturier, qui est le président de l'Ipsos, qui fait tous les mois un état de l'état d'esprit des Français, hein, comment ils ressentent les différentes choses. Il y a deux marqueurs qui m'ont vraiment inquiété. Il pose la question en disant est-ce que vous avez confiance aux autres personnes? Ça peut être aussi bien les élus que votre voisin, ou dans la rue, ou dans les transports. Eh bien, c'était à la rentrée au mois de septembre, mais je ne pense pas qu'il y ait eu une grosse évolution. Il y a que 22% des Français qui disaient qu'ils avaient confiance en leur prochain, 75% qui disaient non. C'est grave. Ça veut dire qu'on a une société qui est en train de se fracturer. Et ça ne présage pas d'un avenir serein. Puis l'autre indicateur, on demandait aux Français est-ce que vous pensez que le système démocratique est le système le plus adapté actuellement? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers un système plus rigide? Certains parlent de processus post-démocratique ou de démocrature, vous voyez, alors que l'amour de la liberté, c'est un des fondamentaux de la nature humaine. Eh bien, la courbe monte tranquillement, et on est pratiquement un Français sur 3 qui serait prêt à se restreindre au niveau des libertés. Et la ville citoyenne, pour moi, c'est ça. C'est rétablir la confiance, entre autres, entre les élus et les administrés de la ville. Hein. Pour moi, le maire n'est que le représentant de tous les Campinois. Et installer de la confiance, c'est entre autres aller vers de la démocratie participative. Au XXIe siècle, on ne peut plus imposer ou contraindre, il faut convaincre et entraîner. Et on va plus loin de cette façon-là. D'accord. Vous avez parlé beaucoup de cette promesse républicaine et du coup, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous la voyez comme une généralisation de l'accès à l'éducation ou c'est quelque chose de général ou de spécifique? Parce que vous en parlez, j'aimerais bien voir ce que vous voulez dire par là. Alors, tout ce que je proposerai dans mon projet, dans notre projet de mon équipe, j'ai une équipe qui est formidable par rapport à ça, avec des belles compétences. J'ai eu la chance de pouvoir circuler dans beaucoup d'endroits de France et puis d'avoir identifié des solutions qui peuvent répondre à certains problèmes. Donc la preuve de la faisabilité de tout ce que je proposerai dans le programme est faite. Ce que je veux faire, c'est l'implanter à Champigny. Par exemple, j'ai vu des structures ce qu'on appelle les structures de la seconde chance. Pas forcément une école de la seconde chance, mais il peut y avoir d'autres structures de ce type-là. On s'aperçoit qu'il y a des jeunes qui décrochent. Ce n'est pas pour des multiples raisons. Des fois, ça peut être l'ennui à l'école ou bien un manque de coaching. Eh bien, il faut leur redonner une seconde chance. Il ne faut pas les laisser partir comme ça à la dérive dans la société. Et puis surtout, ce que je trouve est un gâchis phénoménal au niveau du pays. On a la chance à Champigny d'avoir beaucoup de jeunes. Et on regarde souvent ces jeunes comme étant une charge ou à faible potentiel. Bien au contraire, dans la société du savoir, un pays qui n'a pas de jeunes n'a pas d'avenir. Et tous les jeunes de Champigny, il faut les considérer comme étant une richesse. Et je prends souvent une métaphore agricole en disant c'est un petit peu comme si on ne cultivait pas les terrains de la Beauce, qui sont très productifs. Et si on les laissait avec des herbes folles, bien, ça ne servirait à personne. À Champigny, il faut investir ce créneau-là, en disant les jeunes de Champigny, c'est un potentiel, il va falloir les accompagner dès leur plus jeune âge, avec des structures du type Fab Lab, par exemple, en leur faisant voir qu'ils sont capables d'appréhender, par exemple, la dimension de la transition numérique. C'est un outil formidable au service de la promesse républicaine. Et vous voyez, là, c'est un axe de travail important. Les Fab Labs, pour les jeunes, dès le plus jeune âge, jusqu'à l'accompagnement vers un métier. Parce qu'avoir une bonne formation, c'est avoir une employabilité. Puis avoir une employabilité, c'est avoir un emploi. Et dès qu'on a un emploi, eh bien, on a une mobilité sociale. Parcours résidentiel, comme on dit. D'accord. Donc juste pour confirmer, et si c'est possible de manière succincte, donc si on devait définir cette promesse républicaine, ce serait de permettre et d'investir dans les jeunes pour qu'ils constituent le futur campinois. Bien sûr. D'accord. Les cerveaux qu'on a chez nos jeunes campinois sont une richesse pour le pays et pour eux-mêmes. On serait gagnant-gagnant. Les jeunes auront tout à gagner et le pays aussi. J'entends bien. Et quelle est votre définition de la démocratie en 2020 ? Alors, c'est la démocratie participative. Vous voyez, il y a quelque chose qui est gênant à Champigny, entre autres par rapport à l'urbanisme. Il y a des choix qui sont faits par la mairie. Il n'y a pas vraiment de politique d'urbanisme parce que la municipalité actuelle a vendu des terrains et puis après, c'est chaque promoteur qui décide de faire un petit peu ce qu'il veut, Alors qu'il y aurait fallu avoir
une politique volontariste, entre autres pour rééquilibrer la composition socio-professionnelle de la ville, pour le bénéfice de tous. Et dans les quartiers, les différents quartiers de Champigny, on a l'impression que ce qui est appelé comme démocratie participative par la municipalité, tout le monde sait bien que c'est une vaste mascarade. Les réunions de quartier, il y a plus grand monde. Sauf quand il y a une alerte parce qu'on sait qu'il y a un projet qui n'a pas été présenté, pas concerté avec les habitants qui arrivent. Aucun projet, si je suis maire de Champigny, ne sera mené sans une co-construction avec les gens du quartier. C'est leur quartier, c'est leur cadre de vie, il faut les respecter. Quand on dit la confiance et respecter autrui, ça passe aussi par ça. D'accord. Sinon, quelle vision avez-vous de Champigny-sur-Marne et que pensez de la politique qui est actuellement exercée? Champigny, c'est une ville, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis né à Champigny, j'ai passé une jeunesse formidable, et c'est une ville qui a beaucoup de potentiel, entre autres au niveau des espaces de la verdure. On a un territoire qui n'est pas en fin de développement, il va falloir aussi s'adapter à la transition écologique. Les villes, il va falloir les construire, les adapter au changement climatique, entre autres par exemple pour l'été. On sait bien que les températures ne vont pas baisser, c'est un enjeu fort de notre défi fort à relever par nos sociétés. Et là, il y a un gros travail à faire à Champigny au niveau de la transition écologique. Pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait de volontarisme par rapport à ça. On a l'impression que c'est une municipalité qui est là quand même, la municipalité communiste est là depuis plus de 70 ans, qui est à bout de souffle et qui manque d'inspiration. Et lorsque je me suis lancé dans la campagne, j'ai repris une citation de Mandela qu'il avait utilisée comme ordre du jour permanent. J'ai eu l'occasion de faire de nombreuses missions en Afrique du Sud, donc m'intéresser à ce grand homme qu'est Nelson Mandela. Et il disait, notre pays, nous devrons dépasser nos propres attentes par l'inspiration et l'excellence, car notre pays a besoin de grandeur. Et je crois que c'est exactement la situation de Champigny. On devra dépasser nos propres attentes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas les quartiers contre les zones pavillonnaires. Il va falloir trouver un destin commun, profitable à tous. Et par l'inspiration, ça veut dire qu'on est dans un monde où il va falloir inventer beaucoup de solutions nouvelles. On voit bien que tout ce qui a été utilisé jusqu'à présent, par exemple sur la mobilité, on est à saturation au niveau des véhicules. Donc il va falloir trouver autre chose comme solution au niveau de la mobilité, par exemple. Et car notre pays a besoin de grandeur, notre ville elle a besoin de grandeur aussi. Et il faut que tous les petits Campinois soient fiers d'être Campinois, soient fiers d'être Français, soient fiers de leurs racines. Et disent, je suis à Champigny, dans une ville qui est une ville d'excellence, qui est tournée vers l'avenir. C'est ça le cœur du projet. Justement, comme vous avez beaucoup parlé de l'initiative écologique, dans le contexte dans lequel on est avec les problématiques socio-écologiques, qu'est-ce que vous pensez justement apporter à cette situation, en tout cas à l'échelle de Champigny, parce que la situation, comme vous dites, est très grave? Il faut basculer dans un concept que j'ai pu apprécier depuis plusieurs années par mes occupations professionnelles, c'est celui de la ville et des territoires durables. C'est-à-dire qu'il ne faut plus considérer que la planète est une source de ressources inépuisables. Il va falloir avoir une vie plus respectueuse de notre environnement. Alors, pour le moment, on en parle beaucoup, mais on le fait peu. Et entre autres, la notion d'économie circulaire. C'est-à-dire que quand quelque chose rentre dans un processus de construction ou de lancement d'un produit, il faudra penser jusqu'à la déconstruction et au recyclage. C'est-à-dire considérer que les déchets ne doivent pas être multipliés à l'infini. Il y a aussi d'autres enjeux pour prendre qu'un exemple. Les gaz à effet de serre. Il y a un tiers des l'émission des gaz à effet de serre qui est due à l'élevage. D'un autre côté, on sait qu'au niveau de l'alimentation, on a des progrès à faire par rapport à la montée de l'obésité, par exemple chez les jeunes. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC, le Groupement international pour l'étude du climat, qui est un organisme qui regroupe des savants, des scientifiques. Eh bien, au niveau de la cantine scolaire, par exemple, une bonne posture, c'est aussi d'utiliser la cantine scolaire pour apprendre à mieux se nourrir, aussi bien au sens de la santé qu'au sens du respect de notre environnement.
Et je pense que là, ça incarne vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Pour l'écologie, il faut être capable d'apprendre pour comprendre et d'apprendre pour faire. D'accord. Et enfin, je trouve ça très intéressant que vous nous parliez de ça, puisque c'était une problématique qui nous a touché également au niveau de la cantine et justement des repas qui nous sont proposés dans les écoles. Et c'était pour savoir si vous pensiez que vous pourriez mettre des choses en place pour avoir des repas plus inclusifs, parce que justement pour les personnes qui ne mangent pas de viande ou de porc, ou même qui ne veulent pas manger de poisson ou d'animaux, justement, ils se retrouvent assez limités dans leur choix de nourriture. Et c'est pour savoir si c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et si vous alliez agir là-dessus. Ben bien sûr, c'est une contrainte quand on dit qu'il y a des enjeux sociétaux. Il faut que tout le monde se sente respecté dans la société. Et ne pas imposer un menu parce qu'il y aurait une majorité d'habitants demandant ce menu. Donc il va falloir être capable d'ajuster justement l'offre à la demande. Mais là aussi, la transition numérique va certainement nous aider. Vous voyez, c'est ce défi qu'on retrouve par exemple au niveau de l'industrie. On sait le faire. L'usine 4.0, c'est d'être capable de produire en grande quantité des produits individualisés. Et c'est le numérique qui permet de le faire ça, la flexibilité de la chaîne de production. Donc là, vous voyez, au-delà de la restructuration légère du Ciresco, il y a certainement le processus d'élaboration des repas et de distribution qui est à repenser. À repenser. Ce que je disais tout à l'heure, par l'innovation, l'inspiration, il va falloir trouver des solutions nouvelles. Parce qu'on voit bien qu'on est à bout de souffle avec l'organisation actuelle. D'accord. Vous avez souvent parlé des jeunes ici. Et est-ce qu'on peut vous demander quels sont les différents dispositifs que vous comptez mettre en place afin d'égaliser les chances de réussite chez les jeunes? Alors il y a des leviers qui sont très utiles, que j'ai pu observer, comme je vous disais tout à l'heure, à travers mes déplacements en France. Il y a l'ouverture à l'international qui est un point important. Dès qu'on montre aux jeunes que son champ d'action, ça va être pratiquement le monde, ou au moins sortir de son quartier, il y a une forme de désinhibition intellectuelle qui fait que ça lui donne de l'ambition, l'envie de réussir. Et un autre point qui est important pour les jeunes de Champigny, c'est l'accès à une langue étrangère et singulièrement à la langue anglaise. Il faudra aussi que la mairie accompagne la formation, parce qu'un jeune qui possède bien des bonnes compétences en langue anglaise, démarre bien dans la vie. Et par rapport, oui, tout à l'heure, je vous disais, il faudra aussi se préoccuper de compétences nouvelles qui sont indispensables pour réussir. Avoir un métier du XXIe siècle, il faut être en capacité d'entreprendre, d'être créatif, de travailler en équipe et de communiquer. Donc c'est pour ça qu'on montera une structure du type Fab Lab. Pour moi, c'est des startups pour jeunes, où on vient, on a envie de faire quelque chose, on essaye, ça sera aussi de l'intergénérationnel, parce qu'il faut les faire coacher par d'autres personnes. Donc ça peut être des retraités ou bien des gens des campinois qui travaillent et qui ont envie de venir donner de leur temps pour travailler avec les jeunes. Faire venir aussi des encadrants à travers, moi ça sera dans mon projet, de faire venir de l'enseignement supérieur à Champigny. Et c'est possible, parce qu'on va avoir le métro et on va être entre Marne-la-Vallée, qui est une très belle université, et Créteil. Et développer la vie étudiante et les débouchés vers les métiers du XXIe siècle. Ouais. Le numérique aussi sera très présent dans les Fab Labs, mais pas que. La créativité aussi, depuis la nuit des temps, passe par l'enseignement des arts et de la culture. Il n'y a pas de romancier qui puisse exister s'il n'est pas créatif. Donc dès le plus jeune âge, multiplier les enseignements d'art et de culture auprès des jeunes, c'est aussi leur donner un outil pour plus tard au niveau de la créativité. Et vous voyez bien que lorsqu'on vous embauche maintenant, on ne vous embauche pas pour le savoir-faire en vous disant c'est ce que vous savez faire aujourd'hui qui va durer jusqu'à votre retraite. Il va falloir être capable de s'adapter et surtout d'être créatif. On sait que les emplois nouveaux vont émerger. On ne les connaît pas tous encore, mais on est sûr d'une chose, c'est qu'il y aura du numérique dedans. D'accord. Ensuite, comment pensez-vous, réduire les formes de discrimination, que ce soit au sein des établissements scolaires ou en général à Champigny? Alors là, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, quand on essaye de regarder comment se passe l'accès au savoir le plus large possible. Savoir, il y a les disciplines, mais il y a aussi les savoirs, comment fonctionne notre société. Eh bien, il y a un mode qui
marche très bien depuis la nuit des temps, c'est d'échange avec les autres. Ce qu'on appelle aussi en pédagogie le mode socio-constructiviste. C'est-à-dire qu'il faut être avec d'autres, pas être tout seul. Et on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, il faut absolument intégrer de la mixité sociale, au sens des catégories sociales, dans les écoles. Et en ce moment, à Champigny, on le voit bien, j'ai vu la situation se dégrader depuis que je suis jeune. Il y a un sport local qui est l'exode scolaire. Moi, ça me désole de voir que pour beaucoup de parents, eh bien, ils n'ont plus confiance dans l'environnement scolaire, pas par rapport aux enseignants, mais par rapport au contexte, entre autres de sécurité aussi. Là, il y a un point aussi sur lequel j'accompagnerai les jeunes contre toutes les formes de harcèlement. On laisse un petit peu la poussière sous le tapis, mais c'est pourtant un problème qui est très important, qu'il faut traiter et qui arrive finalement à presque réduire, couper les ailes de beaucoup de jeunes et les rendre finalement peu confiants par rapport à leur avenir. Donc au niveau des établissements scolaires, ce qu'il faut, c'est apporter de la mixité sociale. Ce n'est pas l'école qui peut le faire, c'est le maire qui peut le faire, en agissant sur la politique de l'urbanisme. Et c'est au plus grand bénéfice de tous, parce qu'on voit les commerçants revenir, il y a des catégories sociales qui ont besoin de faire garder leurs enfants, bien ça donne du travail à d'autres. Il y a tout un écosystème comme ça qu'il faut retrouver, un écosystème qui existe dans toutes les cités depuis que l'homme existe. Et à Champigny, on voit que ça, c'est quelque chose qui est un marqueur fort qu'on ne rencontre pas dans les autres villes. Et par exemple, au niveau des logements sociaux, il va falloir que les autres villes de l'établissement public territorial, Marne-et-Bois, prennent le relais. Et puis que nous, on fasse du vrai social à Champigny, c'est-à-dire les gens qui sont dans les logements sociaux, on va les accompagner, justement pour avoir un parcours et puis ne pas se sentir piégé. Parce que ça, c'est une situation qui est inacceptable. Je n'aimerais pas me sentir piégé dans la société. Quand on est jeune, pour avancer, il faut avoir des rêves. Donc le meilleur ressort, c'est de permettre à ces jeunes de rêver un meilleur avenir. Et on va les accompagner. Ce n'est pas simplement du déclaratif. Derrière, on peut mettre en place de belles actions. Alors, je tenais au nom du groupe de vous remercier d'avoir répondu à nos questions. En fait, c'était très instructif pour nous tous et c'est important de savoir justement ce qu'un candidat comme vous peut vouloir mettre en place pour nous, justement, comme vous dites, le futur de la ville. Et ce dont vous avez parlé justement de l'état de Champigny et des changements que vous voulez apporter, on a trouvé que c'était vraiment très important. Et on en avait discuté aussi, on avait trouvé une citation qu'on avait trouvée qui était vraiment intéressante. Et du coup, je pense que pour finir, on aimerait vous la faire entendre et voir ce que vous en pensez. Donc la voici. Le monde ne sera guère attentif à nos paroles. Il ne s'en souviendra pas longtemps, mais il ne pourra jamais oublier ce que les hommes firent. C'est à nous, les vivants, de nous vouer à l'œuvre inachevée que d'autres ont si noblement entreprise. Abraham Lincoln. J'ai pas pu entendre les citations, mais j'aime bien votre démarche parce que moi, je m'appuie aussi beaucoup sur des citations. Parce qu'on a eu des grands prédécesseurs. Et je cite souvent, vous voyez, Gandhi ou Mandela, qui sont pour moi des grands hommes politiques qui ont su mobiliser par la pensée, par l'enthousiasme, c'est-à-dire entraîner et convaincre d'un nouveau chemin à suivre. Et ces deux grands hommes, entre autres, ont dit c'est par l'éducation que l'homme devient libre. Et les deux grands enjeux philosophiques de tous les hommes et toutes les femmes, c'est la recherche de la vérité et l'amour de la liberté. Mais pour y arriver, eh bien, les conseils, à mon avis, ou les recommandations, ou les points forts qui sont donnés dans vos citations sont essentiels. On a besoin de se rappeler constamment ces paroles, et entre autres, j'aime bien, moi, faire appel aux philosophes grecs, qui étaient capables d'observer les fondamentaux de la société sans avoir à leur disposition de ressources scientifiques. Et c'est très intéressant vous voyez, pour l'évolution de l'école, j'aime bien, bon, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais j'aimerais bien en parler avec vous, de revenir aux fondamentaux quand Aristote a fondé le lycée en 350 avant Jésus-Christ, où il a décidé que le matin, il fallait que les sages soient avec leurs élèves dans le lycée, et l'après-midi, il a créé l'école péripatéticienne, c'est-à-dire l'école qui se promène dans la ville, parce que les savoirs n'ont de sens que s'ils sont utiles à la société. Et se promener dans la ville, maintenant, c'est se promener dans le monde à travers Internet. Et vous voyez que là aussi, il va falloir des sages, comme vous,
pour apprendre aux jeunes à bien circuler sur Internet. Ce que j'ai trouvé intéressant du coup sur la citation que malheureusement vous n'avez pas bien entendu, du coup je vais vous la relire dans 2 secondes, c'était que vous avez beaucoup cité de paroles de philosophes ou justement de Gandhi ou de Nelson Mandela. Mais ce qu'on trouve intéressant, c'est que dans la citation, on parle du fait que le monde n'est guère attentif aux paroles. Il se souvient des actions, ce que je trouve qui est très important puisque en tant que politicien, vous êtes amené à beaucoup parler. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que justement quand vous êtes élu, c'est là qu'on voit les actions et qu'on se rappelle. Et du coup, je trouve que c'est pour ça que c'était intéressant de vous mentionner cette citation-là. Alors là, je pensais à ce que disait Confucius. Si tu veux connaître un homme, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Donc je pense que c'est le sens de votre intervention. Et puis, vous savez, il faut regarder tout ça aussi avec humilité. Moi, je n'y arriverai pas tout seul si je suis maire de Champigny. J'ai une équipe où j'ai recherché des compétences et pas des appartenances à des appareils politiques. Et j'ai une équipe remarquable. Et pour terminer, Aristote, que je cite aussi sur un autre point, parfois pour gentiment rappeler à ceux qui sont trop pleins de certitudes, Aristote disait « L'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit ». Vous voyez dans quel camp faut être. Je crois que c'est important et dans tous les projets que je propose, au cœur du projet, c'est pas de faire de la mousse. Vous voyez, à 65 ans, je ne vais pas me lancer dans une carrière politique. J'ai envie de transmettre une société qui marche comme je l'ai trouvée. Eh bien, dans toutes ces propositions, ce sera toujours l'homme et la femme qui est au centre de la proposition. Tout ce qu'on va proposer, ça a un impact direct sur le bien-être des hommes et des femmes, et singulièrement à Champigny, puisqu'il s'agit d'élire le maire de Champigny. Okay. Donc, je vais en profiter pour répéter la citation afin qu'on puisse bien l'entendre. Le monde ne sera guère attentif à nos paroles, il ne s'en souviendra pas longtemps, mais il ne pourra jamais oublier ce que les hommes firent. C'est à nous, les vivants, de nous vouer à l'œuvre inachevée que d'autres ont si noblement entreprise. Abraham Lincoln. Merci encore. Abraham Lincoln, c'est aussi un homme qui a su résister à l'ère du temps. Et puis, quelque part, on n'a pas le temps d'en parler, mais moi, ça m'inspire quelque chose sur le devoir de mémoire aussi. C'est important de savoir d'où on vient, et puis d'en tirer les leçons, et d'écouter ceux qui ont été capables de mettre sur le papier, de nous transmettre ces belles citations, mais au-delà des citations, même de relire leurs textes pour comprendre ce qu'il ne faut pas faire, ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'un élu sans culture est un élu qui avance sans lumière, qui avance dans la pénombre. Donc, il ne trouvera pas facilement son chemin. Et l'enseignement des arts et de la culture, singulièrement de cette culture, j'ai relu récemment les lettres persanes de Montesquieu. Et c'est remarquable de voir la modernité du texte par rapport aux enjeux, entre autres, entre les rapports entre le monde du Proche-Orient et le monde occidental. Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'il faudra aussi cultiver et puis en faire des lieux d'échange où on débat autour de textes anciens, mais qui sont aussi des textes modernes. La culture, c'est quelque chose de fondamental dans une période où on est dans un changement de civilisation. Les transitions numériques, transitions écologiques que je citais tout à l'heure, sont en train de baliser un changement de civilisation, comme on a pu en avoir, par exemple, avec l'invention du livre, ou bien la structuration des enseignements au temps des philosophes grecs. Si je peux me permettre, Monsieur Schmitt, donc on tenait à l'association HeroO, donc tenait à vous remercier, et vous dire précisément que tous les candidats auront bien sûr les mêmes questions, exactement les mêmes, d'accord ? Ouais, c'était important qu'on vous le stipule. Je devais le faire au début, j'ai zappé, donc maintenant vous l'avez entendu. D'accord. Écoutez, c'est félicitations, parce que moi j'ai connu, quand j'étais jeune, vous voyez, on était un petit peu plus... on pouvait se permettre d'être un peu moins attentif aux problèmes politiques, parce qu'on était dans un monde qui paraissait stable, avec un avenir toujours meilleur. Et là, de savoir que vous, en tant que jeune, vous posez ces questions qui sont des questions vraiment pertinentes par rapport aux enjeux fondamentaux, moi, ça me rassure. Et dans mon équipe, je veux aussi avoir beaucoup de jeunes, c'est le cas.
J'ai beaucoup de jeunes entre 35 et 45 ans qui ont réussi, qui sont en phase de réussir leur vie, mais qui viennent pour l'intérêt général. Et si j'avais qu'un mot à vous dire, hein, souciez-vous toujours de l'intérêt général. C'est plus important que les petits intérêts partisans ou les petites discordes ou histoires qu'on rencontre en période de campagne électorale pour les municipales. Et j'espère que la campagne se tiendra au niveau où vous avez su la tenir lors de cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.